Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Lucille Woodward, parmi les coachs les plus populaires sur Instagram et YouTube. Lucille cumule plusieurs casquettes, journaliste, on a pu la voir chez C'est au programme ou encore Les Maternelles, d'ailleurs on va en parler. Autrice de plusieurs ouvrages, Lucille est avant tout connue pour sa méthode de coaching basée sur les défis sportifs. Je pense notamment à sa dernière méthode sortie sur le Pilates. Je me suis dit que ce serait passionnant de la recevoir, alors même que le sport impose une vraie discipline mentale qui aide plus d'une fois à dépasser l'échec et parfois même l'échec entrepreneurial. Bonjour Lucille. Salut. Avec toi, on va parler, je crois qu'on va l'appeler l'anus horribilis, même si elle se chevauche sur 2 années, c'est ça? Ouais, quelques mois d'enchaînement de très mauvaises nouvelles. Alors, amus horribilis? J'ai pas fait assez de latin et de grec pour... Je sais pas, mais oui, c'est ça. Ça a été un peu la loi des séries, comme on le dit souvent. Ça commence en quelle année? En 2015, raconte-moi, quelle est ta carrière pro à ce moment-là? Ouais, donc on est en 2015. Je suis maman de 2 enfants, dont ma dernière qui a à peine 1 an. Tout fonctionne hyper bien pour moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram et Facebook. Je suis régulièrement sur l'émission des Maternelles en tant que coach sportif maman. Donc j'ai fait des vidéos pour femmes enceintes quand j'étais enceinte de ma fille. Et puis je suis chroniqueuse sur l'émission régulièrement une fois que ma fille était née. J'ai un partenariat hyper cool avec un grand studio de cycling qui m'a demandé de monter un concept très fort, reprendre un concept américain et de recruter une équipe et de monter vraiment un gros projet. T'as une vie à 100 à l'heure. Ouais, voilà, j'ai une vie à 100 à l'heure. Je suis hyper souvent citée dans la presse. J'ai plein de projets, plein de trucs cool, mais bon, clairement la télé pour moi à l'époque c'était vraiment l'Eldorado quoi. J'étais vraiment hyper contente. Les maternelles c'était parfaitement ma cible. Enfin voilà, les jeunes mamans, futures mamans. Et puis tu l'étais toi-même, donc ça doit avoir un côté encore plus... Exactement, je venais d'écrire un livre en forme pendant la grossesse, donc ouais, voilà, j'étais hyper bien, hyper en place, et cette impression de tout gérer hyper bien quoi. Voilà. Et donc ça c'est le postulat de base. C'est le postulat de départ. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui me suivaient depuis longtemps me disaient tu maigris, t'es hyper maigre. Fais gaffe à toi, t'es hyper maigre. Et c'est vrai que j'étais hyper maigre. Et tu t'en rendais compte, toi? Non, parce qu'en fait, je trouvais ça trop cool. Tu vois, genre j'avais une styliste qui m'aidait pour l'émission des maternelles. Elle me prenait du 36. Je trouvais ça canon. J'hallucinais, tu vois, de rentrer dans des super fringues. Je faisais plus de 13 heures de cardio pour ce club de cycling qui en demandait toujours plus. Je mangeais très peu, j'avais pas beaucoup de temps, je passais ma vie dans les transports, donc parfois je mangeais un bout de noix de coco et de grenade, c'était mon dîner. La vache, quand tu fais autant de sport en plus par semaine, c'est... Ouais, faut pas du tout faire ça. Hein. Ouais, pour tenir, j'avais vraiment... plein de problèmes digestifs, mais je m'en rendais pas trop. Enfin voilà, je me disais, je sais que je fais un peu trop de cardio, mais en même temps je suis dedans. Donc voilà, l'impression de tout gérer, tout bien, et d'avoir envie de faire encore plein de trucs en plus. Et en fait, donc mois de septembre passe, mois d'octobre, et là... Comment ça se passe? Oh pardon, je te coupe, mais vas-y. Comment ça se passe ce moment où tu montes une équipe, etc. Parce que c'est un gros projet qui doit te demander beaucoup de temps, j'imagine. En fait, j'ai recruté des coachs, c'était beaucoup d'amis, de connaissances. En plus, comme tu vois, tout me souriait un peu sur les réseaux sociaux. Forcément, dès que je leur ai dit on va bosser ensemble, c'était ok, cool. Du coup, je vais être associée à Lucille et je vais faire aussi monter mes réseaux sociaux. En 2015, on pensait encore comme ça. Oh, je crois qu'on pense comme ça. On pense encore comme ça aussi aujourd'hui, mais aujourd'hui, les gens sont moins à fond de réseaux sociaux et ils se sont rendus compte que c'est pas les réseaux sociaux qui font gagner la vie. Tu vois, ça paye pas. C'est pas avec des followers. C'est pas 3000 likes sur ta photo qui te donne à bouffer quoi. Et qui te rend heureux. Oui, exactement. Donc, je pense qu'on en est quand même un petit peu revenu, tu vois, 5 ans après. Bah d'ailleurs hier soir, en plus ça tombe bien dans l'actu, il y a eu toute cette coupe Instagram, WhatsApp, Facebook qui a duré 6 heures. Effectivement, on se rend compte tout d'un coup que qu'est-ce qu'on fait sans quoi.
tu vois. Ouais, et d'ailleurs, il y a eu des business qui ont dû en pâtir, parce qu'il y avait par exemple le défilé Etam qui était prévu en diffusion, beaucoup de réseaux sociaux et tout ça a dû leur faire vachement de mal, tu vois, c'est trop dommage. Pendant la Fashion Week. Bref. Donc bref, voilà, aparté. Donc oui, ça me prenait énormément de travail, de les former, de les suivre. Donc en fait, je devais très souvent participer à leurs cours. D'accord. Donc de cycling, donc en plus des miens, faire les leurs pour pouvoir leur dire faut faire ça va pas. Et puis il y avait aussi tout un côté un peu média, tu vois, beaucoup répondre à la presse. Donc j'étais très sollicitée parce que eux, ils faisaient beaucoup de relations presse. Bref, mais en même temps, je sentais qu'ils étaient pas très contents de moi. Parce que j'étais pas assez souvent là en fait. Donc parce que le soir j'étais jamais là parce que j'avais envie d'aller m'occuper de ma famille forcément. Très souvent j'étais pas là parce que j'étais en studio pour enregistrer pour les maternelles ou bien je faisais encore quelques vidéos pour Doctissimo. Enfin voilà, j'étais jamais dispo. Et eux ils avaient besoin de quelqu'un dispo full time. Ce que je comprends maintenant que je suis chef d'entreprise, je le comprends, tu vois. Ouais, et moi, j'avais l'impression qu'ils me faisaient grave chier, c'était trop cool que je fasse plein de trucs et qu'ils avaient que à être content, quoi. Ouais, c'est presque des incompréhensions qui se nourrissent des deux côtés et qui grandissent. Oui, c'est ça. En fait, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Bah ouais. Donc ça fonctionnait pas très bien. Mais tu vois, je me suis dit c'est impossible qu'il fonctionne sans moi parce que, enfin, tu vois, j'étais un peu le pilier du truc. Et en plus, j'avais envie de prendre des parts en fait dans la société. Je leur avais demandé, ils m'avaient dit OK, mais rien n'était signé. Et voilà, donc en octobre, un des boss me parle en me disant on n'est pas hyper content, enfin voilà, on trouve que t'es pas assez souvent là. Et moi vraiment je l'ai hyper mal pris. Et quand j'en ai parlé à mon mari, il me dit mais tu peux pas faire plus, enfin tu vois, tu vas crever, c'est pas possible, t'es jamais à la maison. Et je commençais à devenir hyper agressive à la maison, jamais contente, gueuler sur mes enfants, vraiment très maigre. Ouais, la sorte de pression qui te fait ne plus rien supporter, quoi. Tout à fait. Et très impatiente avec mon mari aussi. Enfin, tu vois, pas du tout la personne que je suis normalement, plutôt cool et donc bref. Et en fait, une goutte d'eau fait déborder le vase. Je sais plus, encore un meeting où ils étaient pas très contents et en fait, et où ils me disent que de toute façon, j'aurais pas de part. Waouh. Et là. Je suis partie vraiment dans l'heure, quoi. Ouais. Voilà, je crois que l'eau a coulé sous les ponts, donc maintenant je crois que j'ai le droit de le dire, mais voilà, en gros c'est ce qui s'est passé. Ok. Oui, voilà, j'ai quitté le truc du jour au lendemain sans autre forme de procès, c'était fini. Et ça m'a fait énormément de bien, mais physiquement, enfin, c'était dur moralement parce que je me suis dit quand même, j'ai donné mon nom à mort sur le truc, et là j'ai plus rien. Donc c'était quand même psychologiquement assez dur, mais par contre, enfin vraiment, je me suis sentie soulagée, quoi. Je comprends. Mais je l'ai vraiment vécu comme un échec parce que j'étais hyper contente, j'avais vraiment envie que ça marche, j'y ai mis énormément d'énergie. Et puis c'est con, mais le regard des autres aussi, tu sais, parfois il y a des trucs, on se donne à fond, on est tellement fiers aussi de représenter une belle marque et un truc qui devrait pas arriver mais qui arrive souvent. Son travail devient presque sa propre personnalité. Tu vois ce que je veux dire? Ça te donne de la valeur et tout d'un coup, tu quittes en conscience un job. Tu sais que ça te fait du bien, mais il y a ce truc un peu qui reste de « oh, je suis gênée ». Est-ce que tu as ressenti ça ou pas? En fait, en plus, beaucoup de gens comprenaient pas ce qui s'était passé, tu vois. Et je pouvais rien dire parce qu'il y avait des trucs d'avocats et tout bien ça. Sûr. Mais donc j'étais un peu gênée vis-à-vis en fait des gens, tu vois, qui aimaient mes cours et qui voulaient me retrouver. Et... Tu devais avoir plein de messages sur Instagram. Voilà, j'avais plein de messages. Bon, mais en même temps, je sentais que physiquement c'était de ça dont j'avais besoin d'arrêter, quoi, clairement. Okay. Ça a été hyper dur moralement, mais physiquement, j'ai repris 5 kilos en 2 semaines. Ah ouais, c'est ouf. Hein. Ouais. Le corps, je me suis remplumée comme d'habitude, quoi. C'est incroyable. De ouf. Donc bref, je continue un chemin de vie, donc plus de dynamo, c'était plutôt cool. Et ensuite, mais tu te dis c'est bon, j'ai les maternelles, voilà, j'ai mes vidéos. Exactement, c'est bon, j'ai les maternelles. Et en plus les maternelles, ça fonctionnait plutôt bien. L'équipe avait vraiment l'air ok, vraiment contente de ce que je faisais. Okay. Et comme ça se passait pas très bien avec le chroniqueur alimentation, moi je leur avais proposé de reprendre cette partie et de faire des trucs un peu fun, tester des purées pour bébés ou des trucs comme ça, un peu des trucs rigolos, quoi. Et ils avaient l'air plutôt ok. Et donc voilà, genre mi-novembre,
l'un des managers, mais adorable, enfin, vraiment hyper sympa, me dit, il faut que je te parle, on se voit. Et comme je venais de leur proposer ce projet, je me suis dit, c'est cool, bon. Ouais, carrément, oh non, tu vois. Il me dit, viens, faut qu'on se parle rapidement et tout. Je, ok, cool, genre, peut-être que la semaine prochaine, il veut que j'enregistre. Mais vraiment, enfin, c'était mon état d'esprit, tu vois, j'étais dans le nuage. Et donc, on s'assied, on se parle, et là, il me dit, je suis désolée, j'ai une super mauvaise nouvelle. Et donc là, je me dis, il m'enlève, enfin, tu vois, il me dit que c'est non pour la chronique nutrition. Il me dit, on va devoir arrêter de bosser ensemble complètement. Et là. Oh putain. Tout le monde s'effondre. Ah ouais. Mais là, vraiment, ça a été, mais vraiment le poignard, mais, parce que tu vois, enfin, moi, je suis une fille de la télé, je regardais la télé tout le temps dans les années 80. Ouais. Même si aujourd'hui, en fait, je ne regarde jamais la télévision. Okay. Personnellement, je ne regarde plus la télévision depuis au moins 10 ans. Mais le fait d'y être, ça me plaisait. Mais tu vois, évidemment. C'est très rigolo. Mais je compte plus les épisodes où je suis là. Un jour, j'aimerais bien. Il y a ce sort de milestone, tu vois, que t'as envie d'atteindre. Exactement. Même pour faire la fierté de tes parents, tu vois. Il y a un sort de truc. C'est Papa, maman, je suis à la télé. Tu sais, c'est toujours le truc vu à la télé, alors que. Enfin, tu vois, sur YouTube, j'ai des vidéos qui sont 1000 fois plus vues qu'à la télé, Mais tu me mets demain au téléachat, mais je suis ravie, tu vois. Alors que, bon. Donc là, vraiment, le monde s'effondre. Je me dis, mais c'est pas possible, enfin, franchement. Et je me rappelle, enfin, j'ai tenu pendant toute notre conversation, tu vois, j'étais digne à mort. Et je suis rentrée dans ma voiture, et là, je me suis écroulée en sanglots, mais... Enfin, j'ai appelé mon mari direct, j'étais en pleurs. Il me dit, mais ma pauvre, normalement, je pleure jamais pour le travail. Enfin, tu vois, je suis pas trop, mais là, vraiment, c'était l'effondrement, mais j'étais tellement triste et déçue. Et puis surtout, sans t'en rendre compte, tu vois, il y a... Ah ouais, voilà, j'étais à milieu de m'en douter. C'est ça. Et alors, en plus, il est bienveillant, j'imagine qu'il a dû te donner des explications. Oui, voilà. Donc, il me dit, j'ai pieds et moins liés, on doit réduire tous nos coûts de chroniqueurs. En fait, c'était l'époque où, d'ailleurs, c'est la dernière année de l'émission Les Maternelles, avant que ça s'appelle La Maison des Maternelles. Okay. Et en fait, c'était une histoire de rachat, de boîtes de prod, de TF1. Ouais. Bon, après, c'est peut-être aussi parce que j'étais pas bonne. Franchement, tu vois, enfin, je mets pas du tout la faute sur les autres. Hein, je prends aussi ma responsabilité. Mais voilà, il y a eu aussi cette histoire, donc qui a peut-être aussi pas forcément joué en ma faveur. Et clairement, oui, ils ont dû réduire les coûts. Et terminer l'année. Mais c'est violent. Et puis en plus de ça, c'est pas, on n'est pas dans le cadre d'un CDI où t'as 3 mois pour commencer à. Du jour au lendemain, c'est fini. C'est ça. Ouais, du jour au lendemain, c'est lumière, c'est jour-nuit. C'est Jacouille la fripouille derrière tout ça, c'est sûr. Donc voilà, donc je t'avoue que hiver hyper dur. Et puis en plus, encore une fois, on est en hiver, il pleut. Il y a pas de soleil. Ah ouais, non mais voilà, c'est ça, c'est dur et donc voilà, hiver, pas de soleil, donc on part quand même au ski avec mon mari, c'est vraiment notre kiff absolu. Alors ma petite a 18 mois, donc elle va à l'espèce de crèche le matin de ski, et puis mon fils, il est genre, je sais pas, en ourson ou flocon. Et voilà, le premier matin après son premier cours, il veut reprendre un petit téléski là. Donc je vais avec lui, et puis il tombe du téléski, normal, et donc je vais l'aider. Et là, je me pète le genou. Mais comment tu fais? Bah, tu sais, c'est typique en ski, un peu à l'arrêt, mon fils qui glisse sur mon ski, et puis voilà, putain. Il m'emporte la jambe, et paf, le ligament croisé. Donc c'est le dernier outil de travail. Bah, le genou, c'est vraiment l'outil de travail, c'est la machinerie. Et là, vraiment, j'ai hyper mal, je hurle, mon mari vient m'aider. Et là, le genou qui gonfle, et là, tu sais. Ouais. Et là, je sais que c'est la cata. Ouais. Donc, je vais faire une petite radio. Donc, clairement, c'est mort déjà pour la semaine de ski. et j'appelle direct ma sœur, parce qu'elle est médecin, elle me donne 1 ou 2 contacts de chir du genou. Et bon, en gros, ils me disent, bah, tu passes la semaine prochaine, mais ça ressemble à un ligament croisé. Et tu sais, pour le sportif, c'est vraiment la blessure. Tu sais que ça va durer très longtemps, que ça va jamais revenir exactement. Donc voilà, donc tu vois, octobre, la fin d'un projet, novembre, la fin d'un autre projet, et février, là tu te dis, j'arrête tout. Non mais parce qu'aussi, tu vois, t'as le côté un peu signe. Enfin, c'est clair. Là tu te dis, ma belle, t'as 35 ans, t'as bien kiffé. Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter? Ça t'a fait remettre en question. Mais bien sûr, mais attends, mais là tu te dis c'est quand même 3 signes où ça se passe mal, ou
ta vie en dépend, la vie de ta famille en dépend, enfin tu vois, qui te rendent parce malheureuse. Que t'as des enfants aussi, enfin tu dois leur assurer un train de vie, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc tu vois, trop c'est trop, quoi. Est-ce qu'on n'arrête pas tout? Tu vois, c'est marrant parce que moi, extérieur à la situation, je vois, alors je crois aussi au signe, mais là ce que je vois, c'est quelqu'un qui est épuisé moralement et qui se fait mal physiquement. C'est toujours comme ça. Moi, mes entorses, je les ai faites à des moments où j'étais hyper down et tu vois, mon corps avait plus la force de me soutenir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était après, peut-être moi, je l'analyse un différemment, repos obligatoire mais ouais. aussi. Moi, je l'analyse parce que en fait, pendant ma grossesse, je me suis fait un diastasis de la symphyse pubienne et j'ai pas assez renforcé les adducteurs et les ischios et je suis partie au ski, quoi. Mais bon, ouais, t'es un peu plus connoisseuse. Il y a aussi cet épuisement parce que aussi pourquoi est-ce que j'ai pas fait ce renforcement parce que je bossais trop et donc oui, en effet, ça se rejoint. Mais ça faisait beaucoup d'un coup, quoi. Ouais, énorme. Et là, tu te dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que je continue? Enfin, tu vois, hyper dur. Vous en discutez avec ton mari sur la suite des choses, sur tes envies, sur. Ouais, heureusement, de toute façon, enfin, c'est vraiment mon pilier, hein. Donc heureusement qu'il est là. Et voilà, en gros, lui, il me dit. C'est un ancien sportif de haut niveau, donc il sait ce que c'est que les blessures. Ah ouais. Lui aussi, il a de l'arthrose cervicale, donc il sait ce que c'est. Okay. Et il me dit non, voilà, enfin, tu vas te faire soigner, et puis tu vas reprendre, mais différemment, plus doux, plus cool, et plus à ton compte, en fait. Lui, ce qu'il a vraiment analysé, c'est qu'en fait, j'avais tout donné pour les autres et rien pour moi. Et en fait, ce qui est vrai, c'est que tu as les vidéos Doctissimo, c'était pour la chaîne YouTube de Doctissimo. Le club de cycling, c'était pour eux. Les maternelles, c'était pour les maternelles. Et finalement, tu vois, tout ça, je donnais finalement ton nom, tout ce que je savais bien faire et toute mon énergie pour les autres. Et en gros, il dit, voilà, enfin maintenant, il faut vraiment que tu bosses, mais pour toi, tu fais tes trucs à toi, ta chaîne YouTube à toi, tes programmes, et arrête de donner aux autres, quoi. T'avais peur de pas avoir assez de légitimité avant pour donner aux autres et pas créer pour toi? Ouais, bien sûr, cette peur de légitimité tout le temps. Beaucoup de doutes et surtout beaucoup de peur d'investir. Parce qu'en fait, voilà, mon mari et moi, on n'a pas du tout hérité. On s'est fait tous les deux à la sueur de notre front. Enfin, chaque mois, il faut qu'on ait assez d'argent pour payer nos crédits et tout. Ouais. Et en fait, voilà, j'ai jamais eu d'argent comme ça à investir, quoi. Et quand tu penses une vidéo YouTube, ouais, d'accord, vidéo YouTube, c'est gratuit, mais non, en fait, c'est pas gratuit, ça coûte très cher à fabriquer. Tu dois payer un monteur, tu dois payer quelqu'un qui te filme. Alors, bien sûr, parfois, tu peux le faire un peu toi, mais c'est jamais la même qualité. Si tu veux du bon son, il faut vraiment que tu aies du très bon matériel, ça coûte. Ouais. De la bonne lumière aussi. Enfin, tu vois, en fait, tout ça, on s'en rend pas compte. Si tu veux que la vidéo YouTube, elle marche, faut bien la référencer. Donc, au début, tu peux faire un peu tout seul, mais après, il faut te faire aider de quelqu'un qui est spécialiste en SEO. Donc voilà, si tu veux que marcher bien sur Internet, ça coûte hyper cher, hein. C'est pas gratuit, Internet. On croit que ça l'est, mais pas du tout. Ouais, ça peut être écrasant quand on pense à ça et qu'on se dit ouf, c'est terrifiant parce que c'est un très gros truc devant ça. Et par où je commence, en fait. Et comment est-ce que je peux commencer petit? Donc voilà, en gros, j'avais été quand même vachement inspirée par le succès d'Australiennes, Américaines, qui avaient fait des programmes de remise en forme en leur nom. J'avais vu, voilà, que ça avait cartonné sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens aussi sur Facebook, notamment, qui me demandaient des programmes. Et je me suis dit, voilà, j'ai vu ce que des filles font. Moi, j'aimerais bien le faire, mais à ma sauce, en mode mouvement bien expliqué, avec beaucoup de progression et pas du jour au lendemain faire des fan jump. Pour se faire les ligaments croisés, tu veux dire? Et du coup, voilà, je suis rentrée sur ce projet en me disant, je vais construire mes programmes, essayer de les vendre et voir comment ça prend. Et puis voilà, on verra bien. Il y aller petit à petit aussi. Et c'est vraiment à ce moment-là aussi où j'ai décidé de me faire aider, d'arrêter de faire tout toute seule. Donc j'ai recruté une première stagiaire d'abord. C'est flippant de recruter sa première stagiaire. Et puis ensuite, je me suis fait aider d'une petite boîte de production. Et puis ensuite, mon frère était venu un peu me donner un coup de main pour le côté un peu business développement. Voilà, j'ai trouvé comme ça des gens pour m'aider, voilà, pour monter une petite équipe à moi qui me ressemblait au fur et à mesure,
tout doucement. Et pas ce côté, parce que pareil, on m'avait conseillé genre, oh mais attends, avec tout ce que t'as, tu devrais direct aller voir des investisseurs. Et en fait, je voulais plus dépendre des autres. Ouais, dépendre des autres, faire des trucs grands et finalement que ça retombe comme un soufflet, tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends aussi que ce soit un peu marquant le fait d'avoir de grands projets, grands rêves qui puissent s'arrêter du jour au lendemain. On apprend aussi de ça en se disant ah d'accord, donc peut-être que je préfère un peu plus petit, mais ça. Sur la durée quoi. Plus petit et que moi finalement il y avait que moi pour répondre de ce que je faisais quoi. Et que ça dépendrait pas de bon vouloir d'une boîte de prod ou de gars qui me promettent des parts et qui finalement non, enfin tu vois. Tu vois le bullshit là, carrément. C'était fini quoi. Je vois aussi que ça t'a permis ces échecs de te dire ok maintenant en fait j'ai pas d'autre choix que de croire en moi et d'investir en moi littéralement quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'était pas facile parce qu'en fait aussi quand tu deviens coach sportif, on te rabâche en permanence. Alors à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui moins et peut-être que j'ai été une des pierres à l'édifice, mais à l'époque, quand j'ai passé le diplôme de coach sportif, donc d'abord j'ai été journaliste scientifique et après j'ai tout plaqué pour devenir coach sportif. On m'a pas compris, ça a été difficile à faire passer dans mon entourage. Et beaucoup de gens me ramenaient toujours à cette idée que coach sportif c'est un peu sois musclé et tais-toi. Ouais voilà, t'es un peu nul, enfin tu vois c'est pas un job d'avenir, ça gagne rien. Enfin à l'époque c'était encore vu comme ça. Je pense qu'aujourd'hui ça l'est beaucoup moins. Mais voilà, on rabâche aussi tellement souvent ça que à la fin tu le crois ou en tout cas tu perds confiance en toi et donc voilà, tu t'as pas forcément cette légitimité où tu te sens pas légitime. Ouais, je comprends. C'est ouf quand même, comme quoi des paroles comme ça en soi anodines. C'est même pas des paroles, mais parfois c'est même répéter, plus une espèce de façon de penser. Je me rappellerai toujours cette phrase horrible qu'un ami, en fait c'était même pas quelqu'un que je connaissais bien, c'est un ami d'amis que j'avais rencontré une soirée. C'est les pires. Voilà, c'est les pires, ceux qui te donnent leur avis, qui ne te connaissent pas. Et c'était une époque justement où j'étais en train de transiter du journalisme vers le coaching. Et il m'avait dit mais pourquoi tu veux devenir coach sportif et c'était un banquier. Ah d'accord, ok. Un banquier, un ami banquier qui était responsable d'une banque et qui m'avait dit à l'époque, donc c'était il y a longtemps, c'était genre en 2007-2008. Il m'avait dit tu sais, nous, dans nos banques, on a une liste rouge de business sur lequel il faut pas prêter. Il m'avait dit, les deux pires business sur lesquels il faut pas prêter, c'est les loueurs de DVD et les salles de sport. Oh mon Dieu. Je vais reprendre alors, une bière. C'était en 2007-2008. Alors bon, c'est sûr que pour les loueurs DVD, tu vois, c'était peut-être visionnaire, mais en pour revanche, le sport, les salles de sport et les coachs sportifs, je pense porteur. Que... Exactement. Ouais. Donc, mais tu vois, ça, c'était resté vachement fort. Alors que, en fait, c'était une petite phrase de rien d'un sale gars. Ouais, non, et en fait, c'était resté quand même assez fort. Tu sais, c'est comme la dame de l'orientation quand t'as 17 ans qui te dit, toi, tu ne pourras jamais faire ça. Ouais. Mais elle a une autorité sur toi, alors que la nana ne te connaît pas tes capacités et à la limite, t'as passé un test sur un ordinateur de 20 questions, tu vois. Exactement. Moi, je me souviens très très bien j'étais journaliste chez Cosmo avant de faire mon podcast et je disais à tous mes potes parce qu'on m'avait tellement dit tu sais le journalisme c'est bouché que je m'étais dit le journalisme c'est bouché et j'avais absolument pas remis en question ça. Ouais. Et mes potes me l'ont rappelé quelques années après, j'arrêtais pas de chouiner en disant à 30 ans je serai au RSA dans un 10 mètres carrés pendant que vous aurez une carrière parce que je ne m'autorisais pas à me dire que ça pouvait marcher. Tu vois ? Ouais. Personne m'avait dans mon entourage, j'avais beaucoup de peur quoi. Et je me dis mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais quand même pas tenté l'expérience parce qu'en fait, j'étais la première de mes potes à avoir un CDI. Donc comme dans quoi. la vie tu vois moi c'est pareil aussi en conseil d'orientation. Je me rappellerai aussi toujours de ce moment, on était tous en terminale et donc il y a le conseil d'orientation qui faisait son speech. Ouais. Il avait 85 ans. Ok, cool. Certainement pas, mais voilà, nous, en tout cas, on pensait qu'il avait cet âge-là. Internet, vous connaissez... Non, mais non, d'accord. Moi, j'ai passé mon bac en 99, donc c'était vraiment longtemps. Et à un moment, donc, il parlait de médecine, de Sciences Po, de Dauphine, tu vois. Évidemment, ouais. Et à un moment, moi, je lève la main et je dis, et fac de bio.
parce qu'on était au moins 5-6 dans ma classe en spé bio, ce qui est pas dégueulasse en plus, si je peux me permettre. Et voilà, je lui disais, fac de bio, est-ce que vous pourriez nous en parler? Parce que moi, je vais m'inscrire. Ouais. Et il me regarde et il me dit, mais fac de bio, et pourquoi faire? Et là, comme tu fais, éclat de rire dans la salle. Parce qu'en fait, tu vois, c'était tellement ridicule. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Tiens, donc, du coup, j'ai emballé mes dents, quoi. Il ne nous a pas parlé de fac de bio. Mais t'imagines? Et donc, humiliation. C'est et en même temps, aussi, lui s'est fait humilier parce que, on se rendait compte que le gars était juste borné, c'était monstrueux. Mais, donc, tu vois, là, tu te dis, en gros, voilà, tu vas dans un truc no futur, alors que finalement, c'était exceptionnel, ces études. J'ai adoré, moi, à la fac de bio. Et la preuve, t'es devenue journaliste spécialisée là-dedans. Oui. Donc, tu vois, ça t'a vachement servi, quoi. Exactement. Et en fait, au contraire, finalement, c'est des études assez généralistes dans la science, mais qui t'ouvrent justement plein de portes, qui te font découvrir plein d'univers et qui sont hyper passionnantes. Donc, j'aimerais trop, si vous écoutez ce podcast, que vous nous envoyez sur Instagram les pires conseils de co-série d'orientation. Ouais, de ouf. Mais carrément. Moi, je me souviens, je l'ai jamais fait. Et puis, il y a un moment où franchement la colère part. Mais le proviseur de mon lycée, je voulais faire un IUT. Parce qu'on m'avait dit qu'un IUT c'était bien, tu vois, c'était ça mon niveau d'ambition. Et il avait mis avis défavorable, sans me connaître. Et il s'était même pas dit, ok, on va lui laisser une petite porte, une petite avis toi, neutre. Tu vas t'inscrire et t'as un avis défavorable écrit. Mais le BTS c'est bien pour toi, tu vois, par contre. Et donc moi, je note IUT Tech Deco en premier choix parce qu'on m'avait dit que c'était bien, mais je ne savais pas ce que c'était. Vraiment. En me disant de toute façon, je ne serais pas prise. Et après, j'avais mis tous les BTS que je voulais. Et j'ai paniqué, du coup, quand j'ai été prise à l'IUT Tech Deco, quoi. Le 3e de France. Voilà. Ouais, non, mais de toute façon, j'espère que ça a changé, je ne sais pas. Oh, je trouve un peu quand même, j'ai l'impression. Instagram démocratise beaucoup aussi. Les métiers passion. Les métiers passion et puis aussi le fait de faire des trucs soi-même, je trouve. Ouais. Avant, tu dépendais, tu vois. Ouais. Oui, le côté self-made man, c'est beaucoup démocratisé. Et le côté aussi slasher. Ouais. Tu vois, tu peux être informaticien le jour et drag queen la nuit. Oui, voilà, mais même pas forcément aussi spectaculaire que drag queen, mais j'adore Drag Race. Tu peux être psychologue 2 jours par semaine. Et drag queen la nuit. Quoi que tu dois être un bon psychologue, je pense, si t'es drag queen la nuit, parce que tu dois ouvert être d'esprit. Mais voilà, il y a aussi ce côté double casquette, même parfois triple casquette, qui s'est aussi beaucoup démocratisé. Les métiers plus artisanaux, ou carrément. Qui se sont vraiment développés. On met en avant beaucoup plus, les gens qui travaillent de leurs mains ou de leur corps. Et beaucoup moins finalement le côté banquier parfait. C'est clair. Donc tant mieux. On dit plus la honte à un coach sportif quand on voit qu'on peut réussir à être entrepreneur, à créer son business soi-même, et puis les réseaux sociaux donnent aussi. Maintenant, on vous voit, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Avant, c'était, fallait aller dans une salle de sport pour rencontrer des coachs. Maintenant, sur son propre téléphone, on peut en voir plein. Ouais. On va sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Donc, du coup, ça démocratise peut-être aussi ton métier. Oui, totalement. Je pense que vraiment le côté plusieurs vies, plusieurs carrières aussi, c'est vachement mis en avant dans les médias. Donc, tant mieux, c'est bien, clair. Je pense. Et d'ailleurs, moi, mes enfants, j'ai toujours ça en tête. C'est pas le diplôme qui fait la personne et même le niveau d'études. Et même moi, maintenant, qui suis en position de recruteuse, puisque dans mon entreprise, j'ai quand même 10 salariés. Je regarde pas forcément bac plus combien des personnes que je recrute. Je regarde surtout leur expérience et finalement après plus comment ils vont travailler dans mon équipe, comment ils peuvent s'intégrer dans mon équipe au niveau de la personnalité, au niveau de ce qui les fait kiffer eux comme projet plus tard, les voyages qu'ils ont fait. C'est ça qu'on va beaucoup plus regarder finalement que l'IUT 3e de France ou fac de bio. Je voulais me la péter un peu. Bon. Non, pareil, tu vois, je veux dire,
C'est drôle. Mais bien sûr. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir que j'ai fait un IUT, une fac LEA que j'ai pas eu en première. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, complètement. Quoi. Le résultat, c'est ce que tu fais de tes 10 doigts, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc tant mieux. Je trouve que c'est le nouveau monde qui a un peu pris le dessus, et tant mieux, parce que moi, tu vois, mes parents, c'était plus l'ancien monde, avec tout le respect. Enfin, tu vois, je respecte complètement. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient à l'époque. Mais tu vois, moi, ils m'ont fait apprendre l'allemand absolument parce que t'étais dans les bonnes classes, ou voilà, fac de bio. Enfin, ils étaient un peu désespérés, mais bon, tu vois, enfin, c'était mieux que, parce que au début, je voulais être prof de sport dès le début, moi. Et ils m'ont dit non, fais quand même des vraies études. Donc bio, c'était mieux que prof de sport tout de suite. Ensuite, j'étais à Créteil, donc bon, ils avaient un peu peur, ils auraient préféré que j'aille à Jussieu, tu vois. C'est le genre de réflexion, mais on connaît finalement, tout, mais qu'est-ce qu'on s'en branle que j'étais à la fac de Créteil, c'était hyper bien au final. J'ai appris plein de trucs. En tout cas, ce que je retiens de ton histoire et de ces mois très durs, c'est que je suis pas certaine qu'aujourd'hui tu aurais 10 employés si tu avais gardé cet état d'esprit de vouloir travailler pour les autres et peut-être prouver aussi ta valeur, alors que aujourd'hui, voilà, t'as ton entreprise et t'es libre de ce côté-là, je crois, non? Oui, complètement. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est que finalement, les grosses mauvaises nouvelles comme ça dure pas. Quand on est dedans, on a l'impression que voilà, enfin, c'est impossible d'en sortir et tout ça, mais ça dure pas, et vraiment, il faut en parler beaucoup. Il faut pas rester sur soi en se disant tout ce qui m'arrive c'est nul et tout. Il faut beaucoup en parler à ses amis, à sa famille, enfin voilà, aux personnes qui attendent rien de vous en fait, qui vous aiment pour ce que vous êtes. Moi, j'ai vraiment quelques amis, pas beaucoup, mais qui m'ont énormément aidée, mon mari, voilà, mes parents aussi finalement, qui m'ont soutenue en disant voilà, enfin, ils avaient bien vu que le sport c'était ma passion, et voilà, enfin, ils se rendaient bien compte que c'était pas la peine de faire autre chose. Voilà, donc non, tu t'es pété le genou, mais c'est pas grave, tu vas revenir. Non, mais ça fait du bien d'entendre qu'effectivement tout passe, quoi. Tout passe, et il faut se faire aider. Moi, en fait, c'était surtout ça. Moi, j'ai eu du mal à passer ce cap, à vraiment déléguer, me faire aider, voilà, prendre une associée avec moi, Marion, qui, enfin voilà, c'est mon pilier. Enfin, si elle est pas là, il y a beaucoup moins de choses qui se passent. Je peux vraiment compter sur elle. Et ouais, se faire aider, investir un tout petit peu au début, tout petit, et puis ensuite on voit, et ça fonctionne. Tu vois, par exemple, vraiment une stagiaire au début, moi ça me paraissait dingue d'avoir une stagiaire, et finalement ça m'a quand même aidé à passer un petit cap, et puis ensuite mon premier salarié, et un cap, voilà, des petits caps, et c'est vrai qu'aujourd'hui on met, enfin, désolée, je rallonge la question, mais on met vachement en avant les réussites rapides, fulgurantes. Il a levé des fonds. Et ben, en fait, moi, j'ai pas du tout envie de ça. J'ai pas du tout envie de lever des fonds. J'ai pas envie de réussir rapidement, parce qu'en fait, tout ce qu'on met en avant comme ça, de réussite rapide et tout, souvent, ça dégrade. Ça dégrade soit la vie de la personne, soit la qualité du produit. Tu vois, tu peux faire moins dans la finesse. C'est prendre le temps, quoi. Ouais. Et en fait, finalement, réussir tout doucettement, petite croissance. Enfin voilà, moi je dis petite croissance. Après, enfin tu vois, en 4 ans, maintenant j'ai 10 salariés, donc c'est quand même rapide, mais c'est pas aussi rapide que voilà les trucs de levée de fonds, embaucher 100 personnes en 2 ans. Enfin, tu vois, c'est monstrueux en fait, des business comme ça. On se rend pas compte de la difficulté que ça peut être. Finalement, y aller tout doucement, petit pas par petit pas. Je trouve ça, enfin en tout cas, ça me correspond, et c'est très bien aussi. Ouais, c'est clair. Il y a de toute façon autant de types de réussite qu'il y a de types de personnes. Donc essayer de trouver la sienne, et puis quelque chose qui fasse se sentir bien, et qu'on soit pas tendu, et qu'on se gueule pas avec son mari quand on rentre chez soi le soir, et qu'on reprenne du poids et tout ça. Ou trop maigrir, ouais. Merci beaucoup, Lucille. Merci, c'était intéressant aussi pour moi, ouais. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a fait réfléchir. Si vous voulez suivre les aventures de La Leçon, followez-moi sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très très vite pour un nouvel épisode.